Et c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. On est déjà à l'épisode 5 de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, je suis joint par Olivier Guilbeault, qui est un des membres du Club Ritchie de Montréal. Olivier, bienvenue. Merci. Donc, commence par nous parler un petit peu de toi, Olivier. C'est quoi ton parcours? Comment tu es devenu un fidèle du club, en quelque sorte? Si je remonte à fin 95-2000, c'est à peu près là que j'ai découvert genre, tout ce qui était manga puis animé. Donc, j'ai indirectement été exposé à certains jeux qui ont tendance à revenir dans ces médias-là, notamment le Go, le Shogi, puis le Mahjong aussi. Puis après ça, si on fast-forward vers 2009, il y a eu Saki, qui est probablement Oui. quelque chose que beaucoup de personnes qui sont bien accros au Mahjong aujourd'hui ont découvert généralement ça ou Akagi. Donc, évidemment, comme c'était pas juste quelque chose qui était de passage dans un chapitre / un épisode, mais bien de focus un peu de la même manière qu'avec genre Karin Nogo ou Shion no Oro. Donc, je me suis dit, hey, ça a l'air cool comme jeu. Je me suis dit de sûrement avoir comme une gang à Montréal qui joue une place à Montréal pour apprendre à jouer. J'ai juste écrit Mahjong Montréal dans Google. Ça m'a donné le site du club, qui à l'époque était Mahjong Montréal, donc la mouture avec Walter. C'est là que j'ai rencontré justement Patrick Paki, Shan, Rodolphe et compagnie. Fait que je l'ai contacté à l'époque. Puis 2 semaines plus tard, j'avais ma première rencontre, mon premier club, mon premier cours avec Patrick. S'assurer que j'avais bien appris correctement. Entre-temps, je m'étais pogné aussi un petit livre, genre chez Chapters, pour apprendre spécifiquement le Ritchie. Justement pour avoir déjà un minimum de base pour mieux comprendre dès le premier jour. Mais Patrick a quand même, en tant que bon prof, s'est quand même assuré que je comprenais tout correctement. Puis le club aussi avait une autre variante dans un centre qui appelle la variante Montréal, dans le fond, qui, sans forcément se foutre des Yakuts, te permettait à quelqu'un qui ne connaissait pas encore bien les Yakuts de jouer immédiatement avec des gens qui savaient déjà très bien jouer. Fait que disons, comme je suis arrivé, il manquait une personne pour qu'on ait le nombre de tables et que personne se tourne les pouces, dans le fond. Fait que j'ai joué un peu avec cette variante-là pour ma première game. Puis après ça, j'ai appris avec Patrick. Après ça, fidèle quasiment toutes les 2 semaines, hormis quelques exceptions, plus d'autres envolées où on jouait littéralement toutes les semaines chez Grant ou chez d'autres personnes aussi. J'ai continué à jouer depuis ce temps-là. Ouais. Le temps passe vite pareil. Plus après ça, le moment quand il y a eu l'épisode où Mahjong Montréal s'est comme dissous, puis que ceux qui ont voulu continuer à rester ensemble, on a continué. On a reparti le club. On a continué le club, dans le fond, sous sa forme actuelle. Ouais. Dans le fond. C'est pour moi là, que j'étais arrivé à découvrir le jeu. J'ai principalement aussi juste joué en personne. Très peu joué online. Ouais. Je sais que Maintenant, avec le confinement, c'est un petit peu différent. C'est ça, là. Je sais que t'es un des rares que je connais que d'un jeu online que tu as joué, c'est plus la Final Fantasy XIV dans lequel Oui, quand tu ils l'ont Mahjong. rajouté, ils ont rajouté ça vers. C'est-tu dans 5.0 qu'ils ont rajouté ça ou l'autre? Je pense qu'ils ont rajouté ça avant la dernière grosse expansion. C'est quelque chose que le producteur Yoshida voulait. C'est quelque chose qu'il voulait rajouter justement au Gold Saucer, qui est comme le spot dans le jeu où toutes les minigames sont. Ok, c'est cool. Ça, ils ont mis un spot, et ils ont comme dans l'autre expansion d'avant, Stormblood, tu avais une section plus style asiatique qui est comme Doma, qui est le même Doma que dans Final 6. Ou sinon, c'est largement poussé, que c'est sensiblement la même chose, très, très, très inspiré d'eux. Donc, si on a un spot style asiatique, on peut mettre ça dedans. Ils appellent ça du Doman Mahjong et non pas du Riichi Mahjong. C'est essentiellement si tu sais jouer à Riichi, tu sais jouer à cette variation-là. Effectivement. Là. Puis, tu sais, des feuilles du WRC, là, ils avaient créé des feuilles, là, justement, pour ça.
Puis, tu sais, ils appelaient ça Richie/Doman Mahjong parce que c'est les mêmes Yaku, là, forcément. Là. Mais, j'ai pas poussé assez loin de savoir s'ils en ont des uniques. C'est un peu comme Mahjong Soul en a des certains uniques à eux autres. Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup de Yaku locaux, là, qu'on appelle, qui sont souvent des Yaku qui ont déjà existé dans l'histoire du Richie, mais qui sont pas inclus dans le set de règles standard, là, si on veut. Là. Yes. Puis c'est drôle parce que Mahjong Soul, eux, ils utilisent pas le Ranho dans leur set standard de Yaku. Toutefois, il est présent en local Yaku aussi. Ouais. Puis je pense que main disjointe aussi l'est, comme tel. Là. Yes. Fait que c'est des trucs qui sont quand même cool à savoir. Fait que c'est ça. Ben, j'imagine que pendant ton parcours, dans le fond, t'as pu jouer avec pas mal de monde qui ont pas mal de styles aussi. Là. Puis toi-même, t'es connu pour avoir un style assez particulier. Là. Assez variable. Peut-être plus défensif que la majorité. Ouais, que la moyenne au club, là, c'est vrai. Disons que la moyenne des gens qu'on a au club, je dirais peut-être avec Paki, puis fort probablement Alex aussi, qui me vient en tête. On a peut-être dans les styles les plus défensifs, ou peut-être les défenses les plus pas constantes. Ouais, consistante, je pense que c'est bien. Ouais, non, c'est la consistance d'un gâteau, la constance des faits. C'est le même que je me rappelle. OK. OK. Ouais, j'avoue que j'ai peut-être dit consistante du mauvais bord. C'est consistency en anglais. Ça, c'était le petit topo linguistique. Là. Yes, topo linguistique. Ouais. Mais bon. Mais ouais, j'ai un style quand même assez défensif qui préconise peut-être d'être plus fermé. Peut-être parce que, sans forcément que ce soit mon Yaku préféré, mais disons qu'une des mains qui me vient le plus, je dirais comme facilement ou disons comme naturellement, c'est l'Ipeko, qui prend automatiquement le bord du moment que ta main est ouverte. Ça, sinon, je dirais en Itsu aussi, c'est des choses qui ont tendance à venir assez naturellement chez moi. Encore des mains qui sont encore valides une fois ouvertes, mais qui perdent un peu de... Ouais, qui perdent de la valeur. Perdent de la valeur c'est des choses qui arrivent. Là, mais... aussi, encore une fois, d'un point de vue défense, avoir ta main fermée te donne considérablement plus d'options qui, généralement, va transitionner vers cette paire de façon pseudo-naturelle. Ouais. Donc, je sais que j'ai déjà été cité pour 5-2 or bust, mais oui, effectivement. Que ce soit une philosophie. Non, ben, c'est sûr que c'est pas une philosophie par laquelle tu t'appliques à 100%, mais je ne jure pas par 40, mais c'est pas faux de dire par contre que mes mains ont tendance à valoir cher. Ouais. Au point qu'il y a du monde des fois qui sont inquiets quand je cale puis je joue. Ouais. C'est correct. C'est toujours un peu rire, mais tu sais, des fois, comme on dit, des fois, le mahjong, c'est pas forcément juste sur la table, mais des fois, c'est un peu dans la tête. Là. À l'époque, on me disait l'important au mahjong, c'est pas forcément de gagner, mais c'est la gagner de défaite dans les yeux de ton ouais. Ça, Alex, tu l'aimes beaucoup, là, le nombre de fois qu'il dit que la souffrance des autres, c'est ça qui fait la différence, puis c'est ça qu'il aime. Là. C'est un peu barbare comme façon de l'exprimer, mais... C'est une manière de le voir, mais tu sais, des fois, même si tu gagnes pas, parce que je veux dire, des fois, je peux être 3 mois, je viens au club, puis je peux juste payer des petits mots, puis c'est beau si j'ai fait un Taniao ultra forcé à 3 quarts ouverts sur une attente pas boche, pas de Dora, rien, juste un 1000 lâchement gagné pour l'aspect psychologique de j'ai au moins gagné une main aujourd'hui. Mais, ouais, ça fait du bien d'en gagner au moins une. Après ça, en retour, il y a d'autres jours où tu laves la table sans même pas te forcer. Puis, ouais, il y a en bas de 11 700. Il y a quand même une bonne part de chance. Tu peux travailler ta chance, évidemment. Ouais, ça, je suis c'est sûr que si tu attends sur des attentes uniques, internes seulement, tu as moins de chances que si tu es capable de te monter
une attente triple ou un pong avec la tuile juste à côté collée dessus, ce qu'on appelle justement la théorie des germes, dans le fond. Fait que, c'est sûr que tu es capable de conserver des tuiles qui ont plus de potentiel de s'améliorer que d'autres choses. Ouais. Mais des fois, je veux dire, tu peux ouvrir ta main, Tempaille -1, il y a 10 tuiles possibles qui peuvent te rendre Tempaille. Puis la première affaire que tu apprends à la fin de la game, c'est qu'à la fin, tu es encore Tempaille -1. Tu n'as jamais vu aucune de ces tuiles-là parce que, ben, il y en a 6 dans le mur puis le reste sont tous poignés dans les mains de tes adversaires dans des blocs immuables dont ils ne voudront jamais se débarrasser. C'est maudissant quand ça arrive. Là. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler, mais en même temps... J'ai eu d'autres mains où, je veux dire, quand on jouait chez... Il y a eu un bout de temps où on jouait une fin de semaine avec le club, puis l'autre fin de semaine, on jouait chez quelqu'un, généralement chez Grant. Ça m'est déjà arrivé des shots chez Grant où tu ouvres la main, puis tu es -4, -3, -2, -1, Tempaille, Ricci, Ipatsu, Tsumo, tac, tac, tac. Ça fait du bien là, quand ça arrive. Tu as un Animan en exactement ton Tempaille +1. Ouais. C'est comme j'ai pris toutes les bonnes décisions. Puis il y a d'autres semaines, à l'inverse, tu as d'autres semaines d'après où bon, ben, soit je vais là, soit je vais là. Tu te dis, bon, ben, je vais essayer de ce bord-là, puis tu fiches tout le reste qu'elle a avec qu'est-ce que tu as décidé. Ouais, ben, des fois, c'est ça, au Mahjong, tu as une grosse variance, là, comme tel. Puis, c'est sûr, tu vas avoir des games où est-ce que tout va bien. Tu es genre, hey, c'est beau, j'ai des points. Puis, du coup, on continue, tac, tac, run, run, run. Puis, d'autres semaines, tu passes à rien. Tu as beau faire ce que tu veux, tu n'es jamais capable de te rendre plus loin que -2. Mais tu regardes la valeur de tes mains, puis cette semaine-là, tu n'as rien en bas de 5-8. mais tu ne prends jamais à Tempaille pour dire OK, au moins je t'ai rendu. Puis on dirait qu'après ça, plus tard dans la game, la seule chose que tu te rends à Tempaille en disant OK, au Yard, là, je vais prendre Tamiao, Pinfou, c'est une mauvaise attente. Puis c'est le gars en face qui l'a en run. Finalement, tu la donnes à l'autre en face, run silencieux, Mangan, tout puis dans le deck, puis il n'est même pas quand les reach ou quoi que ça soit. Ouais, non, c'est ça. Des fois ça marche de même, puis tu peux rien y faire. Hein. C'est les hauts et les bas qui gardent le jeu intéressant, selon moi. C'est faire le mieux que tu peux avec la main que tu reçois, ce que le mur te donne. Puis après ça, déduire vers où tu penses pouvoir t'en aller avec l'information qui est donnée par tes adversaires, soit par les appels ouverts ou par ce qui est défaussé. Ça, c'est quand même très bien dit. Il faudrait que je réécoute cet enregistrement après puis que je note ça puis que j'en fasse une quote. Je vais l'accrocher dans mon salon. Là. C'est pas pire. Attends. J'avais un petit peu de... OK, non, là, c'est beau. Ouais. Mais non, c'est sûr que c'est le fun. Quand tu pognes tout, puis que là, ça t'emmène à une game à 70 000 points. Là, tu te sens bien après. Là. Ouais. C'est pas toujours mérité, mais tu te sens bien. Là. Ouais, tu te sens bien. Mais à l'inverse aussi, des fois, on dirait que j'ai eu des games où je me suis littéralement retrouvé à genre moins de 1000 points ou 0 flat. D'être capable de remonter quand même à 4e place, mais partir de à un pied du gouffre, la bordure juste en face de tes pieds qui est en train de craquer, puis tu vas tomber puis faire comme nope, puis remonter. On dirait que c'est également aussi intéressant comme une certaine créativité avec laquelle tu dois t'adapter, de dire bon, j'ai pas le droit à Ricci, j'ai au moins besoin d'un Yaku, il reste tant de mains, j'ai plus d'Oya. C'est quoi le mieux que je peux faire avec. Oui, absolument. Là. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, pour ceux qui nous écoutent à la maison, au Club de Montréal, on joue avec Banqueroute. Donc, quand on arrive en dessous de 0 points, à partir de moins 100 points, la partie se termine. Donc, voilà. Mais ouais, non, effectivement, là, ça peut donner du beau Mahjong, c'est ça. Là. Une autre règle qui est intéressante aussi peut-être à garder en tête, c'est qu'on a aussi un double run.
Ouais. joint avec ça. Donc, si tu donnes, puis qu'il y a 2 personnes qui font run, tu payes les 2. Mhm. Et non pas le prochain à qui ce serait le tour, comme le veut les règles officielles. Ouais, Par contre, dans OK. le cas de triple, la main est considérée invalidée, puis à ce moment-là, tu ne payes pas. Ouais. Mais des fois, tu peux être chanceux, puis c'est genre Tandora, puis rien d'autre, puis ça va bien, là, mais des fois, tu payes l'équivalent d'un Sandbyman dealer à pas le dealer. Non, c'est ça, là. Là, Pas intéressant. c'est moyen un petit peu, là. Ouais, non, c'est ça. Je trouve que ce qui est le fun au club, c'est qu'on est plusieurs personnes avec toutes des styles un petit peu différents, là. Puis, en tout et partout, ça nous permet de vraiment nous améliorer là, en jouant les uns contre les autres, là. Yes. Puis je trouve que j'ai beaucoup appris en jouant avec toi, en jouant avec Paki, Alex, même Claudel aussi. Là, Ouais. il y a son propre style aussi là, qui est assez unique pour ce qu'on a au gym. Fait que d'avoir ce mélange de styles-là, je pense que ça nous permet de vraiment, vraiment faire des bons. Comment dire, vraiment s'améliorer toute sa gang, puis amener notre niveau à quelque chose de meilleur en plus. Hein. C'est sûr que on a comme un certain noyau de gens qui sont souvent là. C'était sensiblement la même chose aussi Mm-hmm. avant la dissociation avec Walter. Tu as toujours comme une espèce de noyau qui est tout le temps là. Fait que, on a comme 4-8 personnes en ce moment qui sont pas mal toujours là. Avant, c'était sensiblement la même chose. Des fois, on était capable de se rendre jusqu'à 3, 4, très rarement 5 tables. J'ai déjà vu une fois ou deux. Mais tu restes quand même avec un noyau de comme 8-12 personnes. Puis oui, tu te retrouves souvent avec le même monde. Ça veut dire que on pourrait penser qu'on tomberait dans une certaine comme complaisance d'habitude de se dire, genre comme, ah, c'est pas qui, il fait quasiment toujours ça ou non. Puis oui, dans un certain sens, tu as du monde qui ont tendance à se rabattre sur, sur quelque chose. Soit parce que ça arrive de même, je veux dire, dans mon cas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive, mais je veux dire, tu sais, ça arrive. Tu pars avec 3, 4, 4, 5, tu pognes le 5, et voilà. Et voilà, t'as ton IPECO, là. Tu l'as en devenir, t'espères pogner le 3. Si tu pognes le 6, tu vis avec. Tu retardes ton Richie de 2-3 tours pour espérer pogner l'autre, tu l'as pas. Brouillard, Richie, on verra ce que ça donne. Ouais. Mais... Ou bien tu gagnes en Dama sur un pin fou ou un autre Yaku ailleurs, là. Puis t'es genre, au moins je gagne quelque chose. Au moins, je vais sur quelque chose en attendant quelque chose de meilleur. Si quelqu'un la jette, je peux la prendre parce que, mettons, je sais pas, genre un Tanyao pin fou, tu aimerais savoir l'IPECO. Ouais. T'es quand même 2,30 si quelqu'un te la donne. Si tu peux pogner l'autre, là, tu montes déjà à 3,20, qui est 2,40, tu mets Richie. Puis après, c'est parti, là. T'as les points qui s'accumulent. 5-2. Tu revires l'aura. Ah, 2 d'aura de plus. Nice. 2 d'aura, Mangan, merci, tu le prends. Ouais. Surtout. Mais non, c'est ça. Mais ça, même avant ça, tu avais comme un certain noyau. Je sais pas si ça s'est juste à donner de même à l'époque. Je vous dis, pour toutes le mythe, la légende qu'on a racontée maintes et maintes fois, qui est Rodolphe. Je veux dire, tu l'as déjà vu, puis on va se rappeler cette première soirée chez Chan. Tu as pu voir ça en action. Ouais. La chance que Rodolphe a, je sais pas pourquoi, je me retrouve avec son anti-stress. Le Chan Can qui a fait la soirée. Ouais. Non, c'est ça. C'est drôle parce que il y a eu ce Chan-Can-là à Noël qui était pas pire, mais j'en ai fait un autre Chan-Can à ma fête. J'étais allé, j'avais joué avec Shan, Elodie, puis Anne, on était allé à une place à table automatique là, au centre-ville. Là. Oui, c'est vrai, t'en avais parlé une fois. Ouais. Puis j'ai fait le Chan-Can. Je pense que c'était Elodie qui m'avait donné la tuile gagnante, là, mais ça fait du bien. Là. C'est genre, merci, c'est ma fête, Ron. Sur le Chan-Can. Ça fait toujours un petit quelque chose. On dirait après, comme tu arrives 2-3 mains plus tard, la même personne refait un pong. Là, la fille, je fais pong le can, puis t'es comme.
Ouais, T'as comme créé un précédent pendant cette game-là, comme c'est quoi ça, là. que tu l'as volé, t'es comme ça, tu le reprends encore. Puis c'est là, comme on dit justement, Mhm. quand Alec dit la, la souffrance des autres, comme je disais, de voir l'agonie dans les yeux de la défaite de ton Ouais, adversaire. exact. C'est cette espèce d'aspect psychologique-là qu'il y a euh, dans le jeu. C'est comme quelqu'un que tu sais qui a Mhm. tendance à avoir des mains qui valent cher, qui va caler Richie, tu as plus tendance à t'en méfier, même s'il y a juste Mhm. Richman, genre Rich Ouais. Taniao, puis qu'il n'y aura aucun Ura si jamais quelqu'un lui la donne. Mais tu sais qu'il y a un précédent, que tu sais que cette Mhm. personne-là, généralement, quand elle cale Richie, tu as au moins un autre, genre deux, facilement trois Yaku en dessous de tout ça. Ouais. Puis la main part à 7-7. C'est ça, là, ça fait une grosse Fait que là, tu différence, là. regardes ta main et t'es comme, si je suis pas en train de faire Chanta moi-même, t'es comme, ça vaut-tu vraiment la peine que je fasse ça? À l'inverse, t'as d'autres personnes que, il y a un Richie qui a été calé, démoli, Ouais. systématiquement. Mais t'en as d'autres, des fois, je veux dire, si je prends Robin, malheureusement, qui vient plus maintenant qu'il a sa Mhm. petite famille. Mais comme au Ouais. début, Robin, quand il est arrivé, il calait Richie. Puis il y avait Richie ou rien. Parce que OK. je veux dire, tu sais, il y avait Richie. Puis après ça, si ça valait quasiment Mangan, c'est parce qu'il avait flippé genre un, un Des Ura auras, où ouais. il y avait le pong de Dora ou quelque Mhm. chose. Mais règle Ouais. générale, c'est ce que j'appelle une time bomb hand, dans le fond. Je veux dire, c'est littéralement une bombe. C'est-à-dire, soit ça va juste exploser comme un Mhm. peu tard, ou littéralement, c'est un bloc de TNT qui vient de te sauter dans la face tel un creeper dans Dans Minecraft. Minecraft. Ouais. Fait que, puis j'avais dit une fois, parce que il y a du monde qui ont dit genre, mais tu sais, il est Toya, il est Richie, t'as pas peur. J'ai dit, sa main, elle vaut 1500 ou 12 000. Fait que Mhm. quand je te laisse deviner qu'est-ce que ma main vaut pour que je prenne ce risque-là en ce moment. J'étais comme, je suis prêt à payer 1500. Il y a des bonnes chances que je paye 1500. Mhm. Puis à Ouais. partir de ce moment-là, il a grandement amélioré son jeu. Justement, commencé à avoir un, Mhm. deux, trois vrais Yaku ensemble. Évidemment, je veux dire, généralement, tu dis pas non à une Dora, ou deux, Ouais, ou ben trois, quatre, c'est ça. évidemment. Le plus t'en as, le plus t'es content, là. Le plus t'en as, le plus de fun Mhm. que, que ça devient au final, le plus payant que c'est. Mais tu sais, là, soudainement, j'étais comme, non, Robin vient de faire Richie. Là, t'es comme, la main vaut Mhm. probablement au moins 5-8. Là, tu regardes ta Ouais. main. T'es comme, non, je suis en train de faire Taniao, puis rien d'autre. On prend de ce coup. On prend de ce coup. Ouais, c'est correct. Fait que, tu sais, ça Mais, l'aide à évoluer le jeu de tout le monde. Justement, comme je disais avant ouais, qu'on parte sur une tangente, j'ai tendance à faire ça pas mal. c'est correct, là. Il sert à C'est le ça, le thème d'une podcast discussion, aussi, hein? là. Ben oui, ben oui. Tu appelles le phénomène Wikipédia ou encyclopédie Encarta. Tu vas, clic, Mhm. clic, clic. Ben oui, là. Là, Hey, c'est je vais ça. aller checker t'as d'autres affaires, là. Ça, je vais aller checker qu'est-ce que tel artiste a fait. Puis 3 heures plus tard, la prochaine affaire que c'est, tu es en train de lire comment une plante est en train de faire de la photosynthèse. Exact. En plus, J'ai jamais vécu ça, ben non, là. mais Mais, non, c'est ça, tu sais, on mhm. pourrait penser qu'à force de jouer toujours contre le même monde, ça crée une certaine complaisance, mais comme les gens eux-mêmes évoluent dans leur style, Mhm. malgré une présence pas forcément fermée, mais vu qu'on a tendance à être sensiblement les mêmes personnes Mhm. toujours les unes contre les autres, ça garde le jeu actif. Tu peux pas forcément non plus juste comme t'asseoir sur tes lauriers Ouais, au Amazon. je suis d'accord, là. Parce que tant que tu es au-dessus de zéro, non, présumément que tu joues avec Banquet, mais je veux dire, tant que tu es au-dessus de zéro, tant que tu as encore 1000 points, je veux dire, tu peux faire reach, tu peux gagner, Ouais, puis effectivement, là. tu peux Puis, revenir. Je veux dire, tu peux faire 13 orphelins et puis flipper ça de bord au complet, puis c'est la personne ça. qui est en première passe, c'est maintenant C'est rendu au c'est bas du jamais groupe. fini tant que Puis, c'est pas c'est ça. terminé, là. Et c'est pour ça que je trouve ça drôle comme. L'autre affaire, justement, aussi, c'est Mhm. comme quand j'entendais beaucoup de personnes qui jouent online, tu dis, tu sais, souvent, tu joues online, puis là, tu gagnes genre deux grosses mains, puis là, ils viennent de perdre, je sais pas moi, 18 000, 24 000 Mhm. points. Puis ils font au yard, puis ils quittent la game, puis ils s'en vont, puis là, c'est un bot qui take over, puis continue la game Mhm. pour eux autres. Mais tu sais, quand tu joues en vrai avec du monde, disons, plus difficilement faire ça, à moins qu'il y ait Exact. quelqu'un d'autre qui puisse te remplacer pour permettre à la game de continuer. Pour ça, personnellement, Mhm. c'est pour ça que je garde cette belle philosophie-là de, ben, t'es encore au-dessus de zéro? Oui, ben, tout peut arriver. C'est vrai.
C'est vrai. Il y a une belle citation sur Mahjong Soul, justement, là, qui dit si tu délines dans quelqu'un, c'est pas la fin. Puis la toute dernière main sur 4, c'est juste le commencement. Là. Yep. Des fois, je me dis c'est beau. Surtout si c'est toi le gars. Quand c'est toi le gars, c'est C'est le vrai. 4, là. C'est Mhm. le dernier bastion. Tout peut arriver. C'est vrai. D'un bord comme de l'autre. Ouais. Tu peux gagner comme tu peux Mhm. être destitué. Ah, Dans absolument. tous Là. les cas, c'est glorieux. Mais non, c'est ça. Moi, je suis content. On parlait de comment nos styles évoluaient avec le temps. Là, puis je trouve que à chaque de fois en fois, je fais quand même des tournois sur le côté aussi. Là, puis après chaque tournoi, je me disais, OK, qu'est-ce que je veux améliorer cette fois-ci? Puis je travaillais sur quelque chose de nouveau. Mettons, mon premier tournoi. En fait, le premier tournoi, est-ce que j'ai vraiment commencé à sentir une amélioration de mon côté? J'ai travaillé sur ma défense avant le tournoi de Rochester en 2018. Puis après ça, avant le NAO, j'ai travaillé sur mon efficacité des tuiles. Fait que, tu sais, quelle tuile qui est mieux de garder, puis quelle tuile qui est pas mieux de garder. Puis après ça, l'an dernier, j'ai travaillé plus sur, c'est drôle à dire, mais mon attaque. Parce que je trouvais que j'avais commencé à trop défendre, puis d'aller chercher un équilibre comme ça. Puis je trouve que c'est juste de spotter des trucs pour s'améliorer comme ça, là, ça a vraiment fait évoluer mon style de jeu, puis ça m'a permis de devenir un joueur plus complet aussi. Mm-hmm. Puis je sais pas si ça c'est quelque chose que tu remarques, si le style de gens qui vont dans les tournois a beaucoup changé ou si c'est plus quelque chose que peut-être j'ai remarqué de mon côté parce que c'est propre à moi ou. Ben c'est sûr que toi, tu vas plus t'en rendre compte parce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles Mm-hmm. activement. Quelque chose qu'on a juste pas gardé de l'ancien format quand on était avec Walter. Walter, souvent, Mm-hmm. peut-être une fois par mois ou 2 mois, faisait un petit atelier. Fait qu'à un moment donné, en plein milieu de l'après-midi, on arrêtait tous de jouer. Puis là, on s'assoyait autour d'une table. Puis ça, Walter parlait de quelque chose. Fait que, des meilleures défenses, les attentes, ce qu'on appelle les germes, ce qui est considéré des discards safe, justement, pour te défendre, ce genre de choses-là. Aussi, des fois, on arrivait au début de la journée, puis Walter disait OK, aujourd'hui, il n'y a pas de Open Tanyao. Tout Ouais. simplement. Ou aujourd'hui, pour finir, c'est pas un Yaku, c'est 2 Yaku. Ouais. Non. Fait que ça forçait tout le monde à sortir un peu de sa zone de confort. C'est sûr que si tu t'assoyais à une table, tout le monde disait écoute, on joue-tu normalement, on joue normalement, fine, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais l'idée derrière ça, c'était justement de sortir de ta zone de confort, puis ça, de prendre en considération de pourquoi des fois ta main, tu as l'impression qu'elle avance bien, des fois qu'elle avance moins bien. Par exemple, si on prend des germes, fait que ce que lui jugeait comme étant la germe, dite comme 100% efficacité, c'est l'attente de côté. C'est 3-4, t'attends 2-5. Ouais. Mais après ça, si tu as genre 2, 4, 4, 4, qu'est-ce qui améliore ça? Ben, si tu as 2, 5, 3. Mm-hmm. Fait que tu attends 11 tuiles. Donc, tu as 11 pioches possibles qui améliorent ça, qui vont soit donner 2, 3, 4, paire de 4, 3, 4, 5, paire de 4, ou paire de 3, banque de 4. Mm-hmm. Pour ça, c'est de reconnaître ça dans ta main, de t'en aller vers ça comme période transitoire entre ce que tu as au départ, être capable de reconnaître ces blocs-là qui sont bons, qui vont t'amener vers une meilleure attente, puis qui améliorent, dans le fond, l'efficacité de ta main, dans le fond, à au moins te rendre à Tempai, dans le fond. Que ce soit une bonne main ou non, après, c'est complètement une autre histoire, mais tu sais, le but, c'est comment te rendre à Tempai, parce que si tu te rends à Tempai, ça va beau avoir un Chanta Ipeco, tout ce que tu voudras dedans, puis que ça vaut Sun by Man, puis tu n'as même pas encore checké Dora. Si tu fais pogner à -3 parce que tes attentes ne sont pas bonnes, ou parce que tu ne gardes pas le bon genre de tuiles qui vont faire progresser ta main. Mais là, tough luck, ça avancera pas dans ces temps-là. Là. Ben, c'est ça. Pour citer une autre affaire que j'ai vue dans les loading screens de Mahjong, c'est genre comme tu auras beau avoir un. C'est genre.
quelque chose du genre comme le plus beau des Mangans va se faire battre par un Tanyao. C'est par un Tanyao fait en vitesse. Puis généralement, c'est ça aussi. Tu as quelqu'un qui est en train de bâtir une main qui vaut 5, 6, 7, 8, 10 Yaku, puis tu as un autre en face qui est comme genre Yakuai Express, vite, on finit ça avant qu'on soit premier. Ouais, exact. Ça. Ouais, ben. Ça peut bien payer la note salée. Là. Ouais. Ben, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire plus souvent récemment aussi, de faire des mains rapides. C'est soit Tanyao ou Yakuai, ça, c'est comme les deux que je fais le plus, mais c'est aussi. Comme on a dit, je peux réussir à être un peu créatif. Fait que j'ai déjà fait sur des Itsu, j'ai déjà fait sur des Sanshoku, j'ai déjà fait sur Ipeko fermé aussi, Pinfu. Fait que c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant. Puis c'est juste d'essayer de faire les mains le plus rapidement possible sans te soucier vraiment de combien de points tu vas avoir. Parce qu'au final, toutes les mains que tu gagnes, tu donnes pas de points à tes adversaires. Oui. Puis ça fait une grosse différence. Hein. On avait des gens avant, pas maintenant, mais qu'on avait avant, que c'était souvent ça qui faisait comme un ou deux Yaku, qui se basait sur le principe qui faisait beaucoup de répétitions. Bon, c'est sûr, après, ça dépend c'est quoi la main que tu te fais donner. Je veux dire, là, c'est un personal bias, mais une des raisons, entre autres, pour laquelle j'ai moins tendance à ouvrir, c'est que généralement, on dirait que quand j'ouvre, sauf que d'exception, on dirait que ma main stalle. Fait que pour autant que j'essaye des fois d'accélérer ma main, on dirait que soudainement, je fais un call, puis là, tout bloque. Puis je sais plus ce que j'ai besoin. Il n'y a personne d'autre qui jette le reste des tuiles qu'il faut. Ça sonne comme un personal bias. Tu te mets à donner toutes les tuiles que tout le monde a besoin autour. Oh merde! Il n'y a rien pour toi, là. C'est des observations personnelles. Là, j'ai pas un sample. J'ai pas noté toutes les games que j'ai faites. J'ai pas de mémoire parfaite pour te dire, genre comme non, sérieux, j'ai pas une preuve scientifique derrière. Non, c'est ça. Là. Mais ça reste ma perception personnelle. Mais sinon, c'est sûr, pour revenir à l'amélioration des gens, c'est pas quelque chose que j'ai personnellement remarqué tant que ça, à quel point le style, comme disons que le style de tout le monde évolue. C'est sûr qu'il y a une certaine évolution, mais avec la nature, disons, plus changeante et volatile d'une game de Mahjong, c'est peut-être un peu plus difficile de s'en rendre compte, disons, rapidement. Je dis pas si on jouait sur une base excessivement régulière, là, genre à tous les quelques jours, là, oui, il y aurait peut-être matière à vraiment bien se rendre compte de l'évolution du style de tout un chacun. Oui, mais c'est vrai que quand on joue aux 2 semaines, les rencontres se font plus rares, puis on va pas forcément suivre de semaine en semaine comment qu'un tel s'est amélioré non plus. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que si on jouait online, ben en ce moment, c'est sûr on joue online, puis non avec Mahjong Soul. Oui, tu es capable d'aller revoir des games, hein, puis tu peux les avancer move par move. Fait que, oui, il y aurait peut-être matière à faire un cas d'étude avec ça, mais comme on joue principalement en vrai, normalement, on n'a pas vraiment un suivi noté de comment les gens jouent. Ouais, je vois. Sans noter que des fois aussi, tu dis, OK, t'ouvres ta main, puis t'as 10 terminales. OK, on va l'essayer. C'est pas forcément quelque chose qui fait partie de ton style, mais c'est toujours une fois de temps en temps, tu sais comment, on va l'essayer. Je trouve ça le fun d'avoir juste un peu de folie, là, un peu de... Tu ouvres ça, puis tu te dis, hey, on va l'essayer. Là. Ah oui, non, on va l'essayer. C'est ça, là. La game est jeune. À part si t'es en sud 4, puis que t'es à 9, puis que t'es troisième par la fesse, puis tu veux juste gagner une petite main, tu joues, t'es genre, ouais, moi faire une main abortive avec ça, c'est beau, là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est plus rare, là. Mais tu sais, t'es S1, la game vient de commencer. Ben oui. Les jeunes. Hey, un peu de fantaisie, s'il vous plaît, là. C'est ça, là. Ouais. On va commencer par le dessert aujourd'hui. Go! Yes, ça me va, là. Ouais, un petit tiramisu avec ça, là. Yep. Je voulais passer
un prochain sujet là, comme tel. Mhm. Toi, t'es reconnu au club une des grandes initiatives, une des grandes initiatives que tu as prises, ok, j'ai bien dit. Yes. C'est d'emmener le Mahjong à l'Autochton. Tu t'occupes de présenter le club à l'Autochton puis le Mahjong. Mais en même temps, pas juste le Mahjong, tu fais aussi du Shogi, maintenant du Hanafuda. Veux-tu Oui, on nous voulait amener parler un ça petit cette peu année. de... C'est ça. Veux-tu nous parler un petit peu de Euh, ça, là? ouais, dans le fond, c'était à l'époque, encore une fois, c'était avec Walter. Je pense que ça fait, je vais dire, au moins 6 ans, si c'est pas 7, voire 8. Mhm. On jouait à la récréation, qui à cette époque-là n'était pas le café ludique qu'ils sont aujourd'hui, mais plus une galerie d'art qui offrait d'autres événements, dont des rendez-vous jeux le Mhm. dimanche. La place est maintenant transformée aujourd'hui pour être un café ludique, shameless plug. Mais Yeah. blague à Mais part, c'est c'est ça. bien, on est allé récemment quelques fois à la récréation. D'ailleurs, on va peut-être y retourner après la pandémie là, à suivre. Donc, je te laisse Cool. continuer. Excellent. Mais c'est la personne qui faisait l'animation des rendez-vous jeux à cette époque-là, qui était Sylvain Trottier. Mhm. Lui s'occupait de la salle de board game à Taputon. Il le voyait à ce moment-là. Puis il avait Mhm. approché le club quelques fois pour demander si on voulait aller le faire là-bas. Donc, comme je connaissais Sylvain personnellement, il m'a demandé OK, est-ce que toi, tu veux le faire? J'ai fait Mhm. oui, je suis prêt à l'essayer. On a négocié des termes, j'avais une certaine inquiétude pour le matériel. Ils m'ont procuré du matériel que j'ai utilisé la première année. Je pense que ça aurait Mhm. pu tout je m'en suis occupé ça tout seul. La première année, on avait juste le Mahjong. Puis ça, à la fin, on m'a dit, puis ton feedback, etc. Je disais, OK, c'était le fun, c'était bien. Ça me prendrait une deuxième personne. Donc, l'année d'après, Alex s'est joint Mhm. à moi pour commencer à faire ça. Après ça, j'ai voulu comme élargir l'offre, me dire, OK, pourquoi pas rajouter autre chose? Euh, parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui faisait le Go en Mhm. parallèle. Donc là, on Ouais. avait le Mahjong. Donc, pour compléter justement le trifecta de ce que j'avais dit au Mhm. début, dans le fond, le troisième jeu le plus généralement comme représenté que de savoir en background que tu as comme un chapitre 2 Mhm. déroulé pendant généralement un slice of life animé ou manga que tu vas voir Mhm. justement du shogi, les échecs japonais. Ouais. Donc, entre 2 années, je suis allé sur YouTube regarder un didacticiel pour regarder, pour voir Mhm. si ça s'apprend online. Et effectivement, ça s'apprend online très bien parce que c'est bien que j'ai appris. Pour finalement me rendre Ouh, compte c'est nice. qu'Alex aussi savait jouer. Lui aussi OK. savait également jouer à Shang-Chi, qui sont les échecs chinois. J'ai probablement Mhm. d'ailleurs massacré le monde. Donc, l'année d'après, on a rajouté Shogi, on a rajouté Shang-Chi. Là, je pense que ça fait 1 an ou 2 que la personne qui fait le Go peut être là. Donc, on regarde du coin de l'œil, s'assurer Mhm. que c'était correct, point de vue Go. Mais c'est pas vraiment. Généralement, c'est du monde qui savent déjà jouer, qui s'installe là, qui joue. Ouais, je sais que le Go, ils ont leur propre club aussi qui était au Santé avant, mais je pense que le Santé a fermé, si je me souviens bien. Là. Ah, je sais pas pour ça. OK. Mais je sais qu'il y avait plus de Go, effectivement, puis Mhm. d'échecs à la santé. Ouais. C'est vraiment bon. Puis, non, c'est ça, ça fait ça, je pense. Quelque part entre 6 et 8 ans Mhm. que je le fais. Là, cette année, on voulait rajouter Anafuda parce que dans la dernière année, j'ai découvert qu'Alex sait jouer à Anafuda. Ouais. On Puis, joue d'ailleurs une fois de temps en temps en attendant. ouais. Puis vous m'avez fait jouer, c'était pas mal de fun. Là. Ça m'a fait Ouais, penser à Scopa un petit peu, là, mais avec plus de cartes. Là. yep. Non, ça reste Mais, intéressant. ouais, c'est Puis, cool. euh, quelque chose d'intéressant avec Takuton. Donc, la première année, j'étais comme un peu plus stressé puis moins Mhm. comme sûr de moi sur comment montrer le jeu dans le cadre euh, de Takuton. On va probablement déjà tomber dans un mini overlap de l'autre Mhm. sujet qui vient d'après, parce que Ouais. c'est exactement, c'est très intimement relié ensemble. Ouais. Euh, On va y revenir dans pas long, mais on va vraiment y revenir dans laisse pas long, ça va continuer. vraiment transitionner de façon excessivement Mhm. naturelle d'ailleurs. Ouais. Mais ça, dans le fond, chez nous, on a toujours un certain background comme board game. Et on jouait quand même souvent en Mhm. famille chez nous quand j'étais Ouais. jeune.
Au-delà de genre Monopoly, Life, Scrabble, ce genre d'affaires-là, il y avait d'autres jeux peut-être un peu moins connus, surtout des gens d'aujourd'hui, qu'on jouait une fois de temps en temps. Des vieux jeux d'Avalon Hill que j'aurais comparé à Choir, Rail Baron, des choses comme ça. Movie Maker, qui est une variante, selon moi, beaucoup plus intéressante d'un équivalent de Monopoly à jouer entre les deux. On joue au film qu'on appelle ça. OK, nice. L'économie des vieux, très, très, très vieux jeux. Donc, déjà un certain background board game. Ce qui veut dire aussi avec des amis, je joue beaucoup à des board games. Donc, expliquer des jeux de société à du monde, c'est quelque chose que j'ai comme un skill que j'ai développé au fil du temps. Puis, bien, dans le fond, le Mahjong, je veux pas, c'est essentiellement ça. C'est un jeu de société. Ouais, puis ça prend du monde pour l'expliquer parce qu'il y a des règles innantes. Parce que quand même, tout dépendant comment est-ce que tu brises ça, parce qu'évidemment, c'est toujours une bonne pédagogie, tu vas briser ça en des blocs qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Puis, j'imagine que tu dois voir la même chose quand tu fais tes soirées d'initiation versus quand on doit l'enseigner au club de façon propre. Tu as différentes manières d'enseigner le Mahjong, dépendant de ce que tu essaies d'atteindre comme but. Dans le cadre d'Otakuton, la particularité qu'il y a, c'est que la salle de board game se veut comme un genre de crash landing spot pour tu as 45 minutes là-dessus entre deux panneaux. Ouais. Donc, ça, tu peux te promener, tu vas faire un tour voir des artisans, tu t'en vas faire le line-up déjà pour ton prochain panneau, ou tu fais il y a une salle de board game, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Puis là, des fois, tu as du monde qui veut justement ils ont du Go, ils ont du Shogi, ils ont du Mahjong. Là, cette année, on voulait ajouter justement Anafuda. J'ai vu ça dans les mangas où j'ai vu 2-3 épisodes de Saki, j'ai entendu parler d'Akagi, j'ai vu Ikaru no Go quand j'étais plus jeune. J'ai vu Shion's King ou peu importe. On va aller voir cette affaire-là où justement le Shogi, des fois, nous ont dit comment je pense qu'il y a un personnage dans Naruto qui joue. Je pense que c'est Shikamaru. Je pense qu'il joue au Shogi ou qui fait des références au Shogi quand il désigne ses tactiques ou quelque chose du genre. Et quand il arrive, je pense comme cool! Le jeu est là pour de vrai, oh yeah! Le jeu est là pour de vrai, cool, awesome, etc. Tu prends mon petit jeu, comme oui, ça c'est toi. Fait que, quand tu es à Otakuton, il faut que tu prennes en considération que tu as probablement une demi-heure pour donner une bonne impression, une bonne expérience de c'est quoi le Mahjong. Ouais, mais en même temps. Vas-y. C'est ça, je faisais en même temps quelque chose auquel j'avais pensé, là. Puis, tu sais, en parlant de bonne première impression, je trouve que c'est ça que ça donne aussi, là. Il y a, tu sais, une des personnes principales dans un des clubs de New York, là, Claire Pozniak, qu'elle était venue plusieurs fois à Otakuton, justement, puis qu'elle avait fait « le Mahjong, c'est tellement cool », puis elle était venue jouer aux tables comme tel. Puis là, elle m'en a reparlé comme quelques fois récemment, puis il était genre, j'avais super gros aimé ça, mais tu sais, elle était venue des années comme il y a 5, 6, 7 ans là, à peu près. Là. Fait que c'est sûrement dans le temps où vous commenciez, toi et Alex, ensemble. Là. Yes. Fait que, mais tu sais, c'est le fun qu'elle s'en souvient encore. Puis, tu sais, je joue encore beaucoup. Je joue beaucoup avec. Ça fait pas trop longtemps là, sur Internet. Là. Elle aide à runner un des clubs de New York. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun qu'on entend encore parler de ça plusieurs années plus tard. Sur Internet, ça, c'est le fun. Je veux savoir que ça leur apporte tes fruits. Ouais. Mais sinon, ça, comme je disais, effectivement, déjà en partant, je partais avec la mentalité de me dire OK, j'ai 30 minutes pour montrer à quelqu'un qui a possiblement jamais vu ça, qui n'a aucune idée c'est quoi les règles de base, pour essayer de donner une bonne impression puis donner un semi-crash course de comment le jeu fonctionne. Ouais. Fait que, c'est sûr, c'est pas comme quand on est au club où tu te dis, OK, j'ai 2 heures pour t'en apprendre le plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui rentre puis que tu sois à ta limite d'apprentissage pour aujourd'hui. Ouais. Tu te dis, c'est fine, je sais que tu vas l'atteindre avant que j'aie fini toutes les règles aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis à un moment donné, ton cerveau est juste plus capable de processer. Puis tu fais juste parler dans le beurre, ça rentre, ça ressort tout de suite, puis il n'y a plus rien qui est revenu. C'est normal. Parce que c'est beaucoup de choses à apprendre quand même. Absolument. Quand tu commences et que tu n'as aucune espèce d'idée comment c'est ça.
C'est intense. Puis, ça a été toujours un espèce de défi que j'ai eu parce que avec j'ai des découvertes de Mahjong des ateliers au Otaku Manga Lunch, d'une part. Yep. Mais j'ai aussi donné des cours au Centre culturel japonais, d'autre part. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, avec ces deux sortes de formats-là, j'ai expérimenté pas mal de façons pour voir un petit peu c'est quoi les méthodes qui marchent bien pour moi, pour enseigner. Là. Puis, tu sais, c'est le fun, quelque chose que j'avais mis en pratique puis que j'aimais bien, c'est la méthode tibétaine, en quelque sorte. Là. Donc, tu sais, en commençant avec un groupe plus une paire, puis en faisant juste run sumo. Après ça, 2 groupes plus une paire en rajoutant des puns, puis tu sais, en rajoutant des trucs comme ça un petit peu à la fois. Je trouve que ça aide. C'est plus digeste comme façon d'emmener le mahjong. Là. Puis le monde vont être plus intéressés à rester après ça. Là. C'est sûr que quand tu arrives au Yaku, c'est beaucoup à apprendre d'un coup. Puis justement, j'ai commencé. Ouais, j'ai commencé à diviser un petit peu les Yaku en soit des Yaku qui sont plus faciles à apprendre versus des Yaku que j'aborde plus tardivement. Là. Puis je pense qu'il y a plusieurs étapes intermédiaires comme qui sont pas standardisées, qui sont pas setées dans le béton, qu'on pourrait j'essaie de voir comment bien enseigner ça puis tout ça. C'est un beau défi, c'est sûr, mais c'est le fun. C'est toujours le fun de. Dans le cadre de ta façon, j'ai toujours eu l'habitude de présenter un board game, de faire genre comme OK, on est X, on essaie de faire Y. Puis pour ce faire, on va faire Z. Tu essaies d'amener une certaine. C'est un peu ton pitch de vente. Tu es comme OK, le Mahjong, vous avez probablement déjà vu ça dans des mangas, vous avez soit écouté Saki ou Akagi, vous avez vu ça en background pendant un ou deux chapitres de peu importe ce que vous lisez en ce moment. C'est un jeu qui tire ses racines en Asie, précisément en Chine. Il y a beaucoup de variantes à travers le monde. Aujourd'hui, on va vous apprendre la variante japonaise dite Kichi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de faire 4 groupes plus une paire qui peuvent être des suites, des triplés, des quadruples. Pour ce faire, tu as des tuiles que tu peux voir comme des cartes. On a 3 suites au lieu de 4 qui sont voici. Tu as des honneurs qui se rajoutent à ça qui ne sont pas reliés à quoi que ce soit. Est-ce que ça va? Oui. OK, on flippe tout, on shuffle, on monte des murs, on va faire une première main. Fait que, rapidement, tu amènes du monde à jouer. Ils sont déjà là, tu fais une première main ouverte, tu donnes des explications, tu commences au début, tu fais des pioches blanches, tu fais 2 tours de même, puis tu dis, là, ça serait plate, ça serait juste de la loc. Fait qu'on peut appeler. Puis là, évidemment, tu fais exprès, tu jettes une tuile que quelqu'un peut caler. Fait que là, toi, tu peux caler ça, t'annonces. Ouais. Pour voir si on a écouté avant. Mais tu sais, justement, encore là, tu sais, t'as une demi-heure, tu sais, pour comme, tu sais, qui mettent les mains à la pâte puis qui voient un peu c'est quoi à jouer. Puis là, tu fais une première main ouverte. Ouais. Tu joues. Puis l'autre affaire qu'il pouvait donner aussi, pas forcément touché, mais qui garde la chose intéressante, c'est qu'à une même table, tu vas avoir possiblement, genre, moi ou Alex ou quelqu'un d'autre du club, genre toi, Anne ou Claudel, qui sont là de passage, puis qui filinent à la table. Donc, ils savent très bien jouer. Puis quand je sais qu'il y a du monde comme ça, je fais toi, tu as toutes les règles. Fait qu'il faut que tu fasses une vraie main, tu as toutes les yaku, tout s'applique pour toi. Puis en face, ce gars-là, il n'a aucune idée c'est quoi Furiten en ce moment. Mais ça ne s'applique pas pour lui. Fait que tu as du monde comme ça à vraiment plein de niveaux variés. Puis généralement, quand on donne une bonne impression, on leur dit, tu sais, on est là toute la fin de semaine. Fait que si c'est un autre trou de 1 heure plus tard, reviens. Puis on va t'en apprendre d'autres. On va continuer à bâtir sur ce qu'on t'a montré un matin dans la demi-heure 45 minutes que tu avais. Puis des fois, je vais même leur dire, écoute, si tu es vraiment accro, là, puis que tu reviens constamment ici, là, un moment donné, je commence, tu dis, on va pas montrer les points parce que ça, c'est à la fin. Mais au début, tu fais juste, OK, fais juste 4-7 puis une paire. C'est comme, on s'entraide. Il n'y a pas de Furiten, il n'y a pas de... Il n'y a pas de « Ah, j'ai calé le 5 sur 5, 6, 7 puis je jette le 8. » T'as pas le droit. Non, on s'en fout. C'est juste de faire 4 combinaisons plus une paire. Essaie de comprendre ce que tu fais. Tu comprends ce que tu fais. OK, on joue fermé. Fait que là, je t'aide plus. Essaye encore. Fais 4 combinaisons plus une paire. Puis là, tranquillement, s'ils sont intéressés puis ils aiment ça puis qu'ils continuent à revenir dans la même fin de semaine ou qu'ils reviennent d'année en année puis qu'ils se rappellent qu'est-ce qu'ils ont appris l'année d'avant, ça, on commence à en avoir avec le temps. Ça, c'est le fun.
Là, tu commences à rebuilder par-dessus. Là, tu peux commencer à rajouter quelques concepts. Faire comme, OK, voici les 10-12 Yaku qui reviennent à peu près tout le temps. Ouais. Là, sont genre comme. Parce que je pourrais toutes les montrer. Puis là, tu slappes la feuille sur la table, tu montres la belle liste de comme 30-40 Yaku qui existent. Et comme, je pourrais passer comme 1 heure à toutes te les montrer avec un exemple. Comme, Mais tu t'en souviendras pas après, là. C'est ça le problème. pas la moitié, tu vas avoir besoin de la feuille anyway après. Fait qu'en là 10, Ouais. tu vas à peu près voir quasiment tout le temps. C'est comme les 10-12 les plus fréquents qui reviennent. Yakuai, Itsumo, Richi, Pinfui, Peiko, Itsu, Sanchoku, Toi, Onitsu, Chanta. Tu montres ceux qui reviennent quasiment tout le temps et qui ont tendance à se mixer facilement les uns dans les autres. Ouais. Ça, une fois de temps en temps, quand tu pognes le truc rare là, que tu fais ton Sananko, que tu fais un Sankansu, quelque chose du genre, tu fais comme ça, je te l'ai pas montré, mais il y a celle-là aussi. Ouais. Fait que tu y vas bloc par bloc. C'est progressif. Si ça l'arrive, en gardant en tête justement le cadre de ta couton que tu as du monde justement qui ils ont 30 minutes, 45 minutes, 1 heure tout au plus pour venir et essayer d'avoir un bon souvenir. C'est un peu la même chose quand on fait quand on fait le shogi. Ma première question, c'est tu dis le jour d'échecs. Oui, tu connais 85% des règles. Fait que je vais t'expliquer ce qui manque. C'est-à-dire le mouvement des pièces, capture and drop. Puis après ça, vous êtes prêt à jouer. Yes, c'est bon ça. Fait que, ça dépend toujours en jeu de société, c'est quoi ton bagage? Ça va pas être pareil d'expliquer ce qu'Alex et moi, on appelle affectueusement la boîte de la honte, Tanto Kuore. C'est comme, si tu sais pas Dominion, ça va pas être pareil pour moi de t'expliquer Tanto Kuore que si tu connais déjà Dominion. Ouais. Parce que l'un est tellement proche de l'autre que si tu connais Dominion, je vais faire, c'est comme Dominion, mais 3 petits points. Puis là, tu pars de là. Mais tu sais, dans ta tête, tu as déjà toute la connaissance de c'est quoi Dominion. Ouais. Mais le Mahjong, pour nous autres, il y a comme très peu de choses qui s'en rapprochent. Ouais, c'est dire, genre, ça ressemble à du remis, mais tu as des mains comme au poker. Ça. Exact. Je dis toujours que c'est un mélange, un enfant brisé entre le poker et le remis. Là, puis... C'est l'enfant légitime du poker et du remis. Là. C'est pas mal le plus proche qu'on peut se rendre. Ça, sur celle-là, je pense qu'on est d'accord sur celle-là, je pense. Ouais. Ouais. Mais c'est pas pire, je l'ai Dominion à la maison, là, fait que ton jeu boîte de la honte, je vais être bon, là. Comme je disais, c'est un exemple. Avoir enseigné beaucoup de jeux de société, c'est plus facile d'expliquer un jeu quand tu es capable d'avoir un point de référence qui englobe énormément de concepts. Il faut que tu expliques un jeu dans lequel tu as un échange de biens style commercial entre deux joueurs, avec quelqu'un qui n'a absolument jamais joué. OK, mais il faut que tu expliques le concept de troc dans le cadre du jeu. Mais quand tu arrives à l'autre jeu d'après, que tu as cette même mécanique-là, tu fais OK, ben il y a ça, ou si tu commences à l'expliquer, tu vas dire genre comme ça, c'est comme quand tu fais telle affaire dans tel autre jeu, tu fais comme yes. Puis là, ça clique plus vite à ce moment-là. Donc, c'est sûr que donner Crash Course Mahjong à quelqu'un dans une demi-heure, il faut que je t'aie montré un peu la base de ce que c'est. Puis moi, dans ma tête, idéalement, tu as joué au moins une première main ouverte où je donne des explications, des indications à tout le monde. Puis idéalement, une deuxième, puis encore mieux, une troisième main complètement fermée où là, tout le monde est indépendant. Moi, rendu là, ma job est faite. Puis comme on est comme dans une espèce de cadre éducatif, on dirait que c'est comme le moment de l'année où c'est là que je me permets comme d'expérimenter quelque chose. Qui sort complètement de mon style, que je me dis, je sais pas, genre comme, OK, pendant c'est pas que je vais jouer, je fais au moins un call ouvert. Fait que ça m'oblige, tu oublies Richie, tu oublies Pinfo, tu oublies Peiko. Ça te donne un petit peu d'autres idées, ça te challenge. Ça permet d'expérimenter parce que justement, comme contrairement à toi et les 4 autres invités qui ont participé à ce podcast-là, j'ai participé à très peu, voire pas de tournois, non? De tournois en tant que tel. Il y avait des petits tournois à l'interne à l'époque quand c'était avec Walter.
Mais tu sais, des gros tournois comme à la Rochester, WRC, le Richie American Open, ces choses-là, c'est pas des choses que je fais. Donc, à ce moment-là, au lieu, en dehors de juste expérimenter, ou des fois, ça m'est arrivé une fin de semaine, même au club, de juste faire, OK, tu sais, on va essayer quelque chose pour citer Monty Python, and now for something completely different. Donc, on essaie Yep. complètement différent, juste pour comme moi-même me sortir de ma zone de confort. Ouais. Puis m'habituer à regarder autre chose. Sinon, j'essaie de voir d'autres théories à travers YouTube. Entre autres, la chaîne, justement, Mondo TV, qui rediffuse des... Ouais, ils mettent des matchs professionnels du Japon. Là. Des matchs quand même assez complets, professionnels. Justement, jouer au Japon, justement, par des professionnels. C'est ça, là. Hommes que femmes. Des fois, tu as du format 3 joueurs. Plus souvent qu'autrement, tu as des petits clips là, qui durent genre entre 3 et 8-10 minutes de main, disons, plus intéressantes. Mais je trouvais ça intéressant, justement, de voir, parce que j'en avais regardé beaucoup pendant un bout, puis j'avais remarqué à cette époque-là, tu sais, ils gardent beaucoup les honneurs. Ils n'ont pas tendance à les jeter d'avance. Ouais. J'ai fait ça pendant un mois. Comme garder une bonne partie de mes honneurs jusqu'à au moins, genre, le début de la deuxième ligne. La deuxième ligne. Facile. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Okay. Ça a donné quelque chose qui donne une certaine ouverture défensivement, parce que sans forcément toujours être 100% une excellente tuile défensive, tu as plus de chances quand tu es dénudé de tuiles 100% safe qu'un honneur passe plus que d'autres choses. Donc, ça offre une certaine flexibilité défensive. Puis dans le cas où ta main finit, ça a quand même un potentiel quand même peut-être un peu plus élevé. C'est plus facile de transitionner justement vers un Onitsu. Tu as probablement ces deux honneurs-là qui vont être un Yakuai. Si tu restes fermé, tu as déjà 4. Et ça donne des mains qui sont quand même assez payantes quand tu es capable de capitaliser dessus. C'est ça. Ouais, mais c'est sûr que c'est une stratégie ou une méta qui est assez intéressante, là, qui est différente de ce qu'on joue au club un petit peu, mais ça te permet de pouvoir pouvoir bâtir des mains plus avec des Yakuai, justement, des Onitsu. Puis en même temps, d'empêcher les autres d'avoir des Yakuai précoces. Ah, c'est ça. Puis ça l'autre affaire des fois, justement, qui va arriver, c'est sans forcer. Tu vas finir avec 7 paires, mais tu as 4 paires que c'est des honneurs. Puis à la fin, tu fais genre sumo ou run, tout le monde est comme « Ah, il était là! » T'en as comme deux qui font comme « Exact. Ah! » Surprise! Yes! La job est faite. Ouais. Je me suis fait avoir l'autre jour, c'était quand même triste. Le gars, il avait 7 paires, dont 3 ou 4 étaient des honneurs. Mais double Richie. Fait qu'il fait double Richie, jette ce West, run Onitsu, 7 paires, Richie, double Richie, Patu. Wow, OK. Ça, c'était un peu triste. C'est pas le même genre de ça. Ben, c'est pas la même construction, là, comme tel. Là. Non, ben, c'est sûr que quand tu ouvres double Richie, t'as ce que le mur t'a donné. Puis, tu dis merci, tu fais une prière, puis tu l'acceptes. Ça s'arrête là. Ouais, non, c'est cool. Là. C'est pas cool quand c'est toi qui te fais runner dessus, là, mais c'est cool quand c'est là. Tu rendu là, c'est... Je vous ai rendu là, c'est ma philosophie personnelle par rapport à un double Richie. T'as aucune idée c'est quoi, là. C'est ça. Fait que dans ma tête, quand t'as double Richie, c'est... parenthèse de parenthèse, un article que tu avais linké une fois sur Facebook, justement, sur la défense. Ouais. Le gars, il disait, tu peux jamais prédire à 100% l'attente d'un Richie. Tu peux avoir une idée, mais tu peux jamais dire à 100% sur quoi il attend. Ouais. Richie, tu peux attendre sur ce que tu veux. C'est ça. Fait il y a des signes qui peuvent indiquer qu'est-ce qui est potentiellement plus safe, mais à moins de jeter qu'est-ce qui est dans des fausses, c'est jamais à 100%. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, OK, double Richie, aucune idée c'est quoi. Est-ce que tu as ta tuile sur laquelle il a fait double Richie? Oui. Jette-la juste pour pas avoir les patous. Fine. Puis après ça, on travaille à partir de ça. Mais sinon, dans ma tête, double Richie, les 3-4 premières, des fausses. Dans ma tête, ce double Richie-là n'existe pas. Parce que tu n'as aucun indice sur qu'est-ce qui s'en vient. Puis je veux dire, tu peux te baser sur aucune des fausses. Non, c'est ça. En bambou.
parce qu'il pourrait jeter tous les bambous sauf le 4 qui attend en attente unique. C'est ça, là. Puis tu pourrais, puis t'as ça, Oh, ouais. aucune manière de le savoir. C'est pour ça, moi, dans ma tête, de nos défis, les 3-4 premiers tours, là, c'est comme s'il n'avait jamais fait de bon. C'est correct, là. OK, c'est bon? Non. Je veux dire, c'est comme quand tu ouvres Minesweeper, là. Faut tirer quand tu pars, hein? C'est ça. Je suis d'accord, là. Des fois, c'est pas une mine. Ouais, c'est exact. Une mine, comme n'importe quoi. Ouais. Ouais, non, c'est good. Ouais, non, c'est good. J'aimerais ça. Je sais qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, là. J'ai jamais fait de game Ryanhan Shibari, là, que Walter disait qu'il faut au moins 2 Yaku pour gagner. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer un moment donné. Là. Je sais pas si on pourrait ramener ça au club éventuellement. Là. Ça pourrait être un petit truc intéressant. Là. Ou au pire, aller, c'est juste c'est pendant une game, s'il y en a qui veulent essayer quelque chose de ce genre-là. Je veux dire, moi, personnellement, je serais partant. Tu sais, c'est un peu comme quand des fois on joue Yakitori. Tu sais. Ouais. Faut t'habituer, dans le fond, à pas juste ouvrir. Il faut au moins que tu fasses Seiichi. Ou tu pars avec la mentalité qu'à la fin, du round, tu fais fini. C'est une autre manière de le voir. C'est correct. C'est une autre manière d'approcher la chose. Tu peux te dire que tu pars la game à 13 000 au lieu de 25 000. Ouais. En te disant que tu le feras jamais, puis c'est une autre manière de... C'est un handicap comme un autre. Soit tu te prêtes au jeu de quand est-ce que de le timer à un bon moment où tu dis j'accepte la perte, puis on va juste, à la place viser des mains plus payantes. C'est que ça te force justement à changer ton jeu. Fait que, c'est surtout quand tu es quelqu'un qui a tendance à peut-être justement comme ouvrir puis faire Yakuai, fini, ou genre Taniao, that's it. Ben là, en partant, tu te dis, OK, bon, on va rester fermé avec au moins un vrai Yaku, plus Tepichi. Tu te dis, c'est bon, ça m'en fait 2. Ou si tu ouvres, ben là, il faut que tu te dises, OK, ben ça me prend au moins genre Taniao Sanchoku, ou ça te prend au moins un Anitsu. Ou Toi Toi, par exemple. Ou tu mets 2 Yakuai. Peu importe, mais tu sais, comment, il faut que tu travailles un peu plus pour le faire. Puis justement, ça t'amène à penser un peu différemment, ça te fait sortir de ta zone de confort, qui est généralement rarement une mauvaise chose. Ça t'amène à voir les choses sous une perspective différente. Oui, absolument. Non? Puis à long terme, ça donne une valeur différente à quand tu essaies d'avoir la vitesse versus quand tu essaies de bâtir une main peut-être plus payante. Oui. Ah, c'est vrai. Là. C'est cool. Là. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à apporter. Là. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça donnerait. Là. Je vais préparer mes double Yaku, puis ça va être intéressant. Là. Puis sinon, as-tu des projets à moyen terme pour le Mahjong? Est-ce que tu verrais des games Ubisoft contre Dental Wings maintenant qu'on est rendu dans le Myland? C'est pas vraiment tant de monde que ça chez Ubi qui joue en tant que tel. C'est ça, par contre, que je veux dire, comme vous êtes vraiment à côté de Westcassie, je dirais pas non un showdown une fois de temps en temps, puis venir représenter la compagnie. Ça serait pas perdre. Ça pourrait être pas pire. Ouais. On peut négocier les heures. M'arranger ce jour-là pour rentrer plus de bonheur. Good. Non, sinon, j'ai pas vraiment tant de projets. Takuton ayant malheureusement été annulé, cette année, j'ai pas vraiment de projets spéciaux. Ouais. C'est sûr que là, j'ai migré peut-être un peu plus online pour scratcher le besoin de continuer à jouer à ce merveilleux jeu. Par contre, ça me fait découvrir... C'est important. Comme j'ai beaucoup joué en personne, je me rends compte que les deux variantes ont des manières totalement différentes de ce qui se passe à gauche, à droite. Ouais. Quand tu es online, tu jettes une tuile,
Puis la prochaine tuile n'est pas pigée directement. Fait que tu sais que quelqu'un en a besoin. Ouais, mettons, genre, ton voisin de gauche te jette genre un 8 caractères. Puis ta prochaine tuile n'est pas tout ça pigée. Fait que tu te dis, il y a quelqu'un qui a une paire en quelque part. Fait que je cherche tes pas. Fait que tu t'attends potentiellement un 8 caractères. Ouais, mais ça peut être un chi aussi, là, tu le sais pas, là. Non, mais c'est parce que si c'est toi le prochain, il y a juste toi qui peux faire un chi. Ouais, ok, ouais, dans ce sens-là, oui, effectivement. Tu sais qu'il y a un des deux autres qui a une paire, mais tu sais, si tu fais juste parce qu'il y a une paire et que le jeu il donne la possibilité de le faire, ou il va vraiment le prendre. T'sais, fait que tu as comme d'autres manières de. Tu sais, comme quand on a joué là, 2 semaines, un mois ou quelque chose, puis je pense que c'est Shan avait jeté un dragon blanc. Puis là, ça a fait une pause, je sais pas quoi. Puis là, c'est arrivé à toi, puis tu as jeté un dragon blanc, tu as fait comme vas-y, Ali, prends-les. Parce que tout le monde sait. Juste toujours, il y en a 4, ça sert à rien de prendre le premier, parce qu'encore là, j'essaie de garder ma main fermée le plus souvent possible. Puis oui, j'ai tendance à faire le quatrième, ce qui est comme une autre affaire qui comme fait flipper du monde la première fois qu'ils me voient faire ça. Ça me donne toujours un petit sourire. Pourquoi tu n'as pas pris le premier? Parce qu'il y en a 4. OK, mais s'il est dans le mur mort, ben, tu le jettes parce que clairement, tu n'étais pas destiné à avoir ce pogne-là anyway. C'est comme une autre manière de voir la chose. Ça me fait toujours rire. Mais non, ça, tu sais, c'est comme d'autres manières d'avoir un indice. Tandis que quand tu joues en vraie personne, tu sais, tu jettes ton 1, 2, un 3 ou un 4 caractère en couvrant le bas de la tuile. Puis tu as comme un jerk de la personne en face. Ouais. Tu te dis, OK, tu as caché genre le 2, il pensait peut-être que c'était un 3, puis tu es comme, OK, je vais garder ma paire de 3 finalement, puis comme ça va être ma paire. Ouais. C'est comme d'autres réactions. Non, c'est ça, là. T'as vraiment t'as vraiment comme la beauté de l'aspect social avec le Mahjong en vraie personne. Tu sais, comme tu utilises une tuile, puis Alex ou moi qui revire dramatiquement comme ou tu t'es comme pourquoi? Tu sais, t'es why now? Exact, là. Qui sort quelque chose en. Ça me rappelle. Qui sort quelque chose parce qu'il vient piger quelque chose qui ne fait pas son bonheur à ce moment-là. Les réactions, ce genre d'affaires-là. Que tu remarques éventuellement au fil de ton évolution personnelle en tant que joueur. Parce qu'au début, quand tu apprends, tu es excessivement concentré sur ta main. Parce que tu regardes ta main, tu regardes c'est quoi tes combinaisons, qu'est-ce que tu as de besoin. Tu essaies de porter attention quand quelqu'un jette quelque chose. Tu es comme, j'ai une paire de S, j'aimerais ça caler le temps. Puis là, tu commences à porter attention, mais là, tu commences à ignorer un peu le reste de ta main puis d'autres choses que d'autres joueurs peuvent peut-être jeter qui pourraient être intéressants ou tu ne te rends pas compte de d'autres signes qui te disent, genre comme, tu devrais peut-être te débarrasser de ton 4 et ton 6 parce qu'il y a un pong de 5 d'un bord que tu as complètement oublié qui a été fait puis le dernier 5 a été jeté en face. Fait que, c'est des choses éventuellement que tu ne remarques pas puis éventuellement ton regard se lève vers le centre de la table. Là, tu commences à remarquer plus qu'est-ce qui se passe dans les défausses. Puis là, tu commences à remarquer que ça fait 6 tours que le gars en face, il pige, puis il pioche, lance. Il ne met pas dans son jeu, il n'améliore pas, il ne met rien. Puis là, tu te dis, il est en paille ou il est prêt. Fait que là, tu sais, c'est des signes que tu commences à remarquer avec le temps. Puis là, encore là, tu montes encore plus haut, puis là, tu remarques comment le monde fiddle avec. T'en as qui les mettent de côté, t'en as qui poignent des trucs. Je me souviens plus s'il l'avait fait à Noël, mais tu sais, Rodolphe, des fois, il partait, il pognait genre 8 tuiles dans sa main, il les mettait à terre, puis il les sacrait à l'envers dans le coin de sa main, comme s'il venait faire un corps. Lui, dans sa tête, là, ça, c'est barré. Puis là, dans sa tête, il joue juste avec le reste de ses tuiles qui est en face de lui. Puis un est genre comme là, il en relève 5, il retaque avec son jeu, il remet de quoi, il en pogne 4, il reslack sur le côté. C'est beau, là. Truc comme, pas forcément théâtral, mais qui ajoute une certaine vie, une certaine couleur. Ouais, non, c'est le fun. C'est quelque chose que tu n'as pas, malheureusement, online. Non, c'est ça. Puis je suis d'accord. Le online, c'est drôle parce que, tu sais, Mahjong Soul, ce que j'aime, c'est justement que tu peux faire des emotes, puis envoyer à l'autre je suis triste ou je suis content, whatever, tu sais. Tu sais, ce que tu peux pas forcément faire sur d'autres clients en ligne comme Tenho. C'est pour ça que je dis souvent que j'aime pas Tenho là, parce que c'est comme si je jouais contre un mur puis j'aime pas ça. Là. Ouais, non, c'est pas comprendre là-dessus. Ouais, ça fait partie de la game, je pense. Là, mais c'est pour ça que je trouve que Mahjong Soul, ça apporte ce petit truc-là de plus qui fait en sorte que c'est dynamique, là, justement. Là.
c'est aussi déjà un peu plus plaisant parce qu'on est tous dans Discord en même temps. Fait on peut C'est parler, ça, là aussi. garder un Ça peu aide. Là. de sociabilité. Là, ce Absolument. qu'on aime bien faire quand on joue. C'est comment était ta fin de semaine, ça va-tu, son affaire-là. On en profite pour placoter un petit peu. Sauf quand on approche un tournoi, où ce que là, il y a comme un certain sérieux qui s'installe. On commence aussi à faire des tables qui adoptent une philosophie tournoi. Absolument. Disons, sans avoir forcément joué dans des tournois, j'ai quand même participé à de ces tables-là. C'est une atmosphère qui est quand même considérablement différente, je l'accorde. C'est sûr, là, le monde veut vraiment plus gagner, puis faire OK, faut que je sois prêt, puis ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Faut que tu balances justement, comme tu disais, l'attaque, la défense, comme conserver ce que tu as, mais essayer quand même de gagner, les risques pèsent plus, évidemment, dans ces cadres-là. Tu as probablement aussi moins tendance à vouloir prendre des risques extrêmes, j'imagine. Ouais. Ben, c'est drôle à dire. Je trouve que je prends quand même beaucoup de risques en tournoi, là, puis c'est peut-être ça qui fait une de mes forces, c'est que je continue à jouer en tournoi pareil comme que je joue en vrai. Ben, en vrai, en club. Puis ça, je pense que ça peut peut-être être une force, là, que je réussis à bien, dans le fond, combattre le stress ou le TID qu'on appelle. Là. Ouais. Fait que ça, je pense que ça fait quand même une bonne différence. Là. J'avais fait... Le fait d'unir ton style personnel au club avec ton style en tournoi t'installes, disons, probablement une certaine familiarité qui t'aide à te permettre de rester groundé, dans le fond. Ouais, effectivement. Malgré le stress que peut représenter le tournoi dans ce cas-là, j'imagine. Exactement. Là. Je pense que ça aide beaucoup. Là. All right. On est rendu à, je pense, ça fait déjà 70 minutes à peu près. Là. Ça doit faire 1 heure et 1 quart. C'est ça, là. Fait que c'est good. Je voulais te demander si... Hein? Faut s'en garder pour une prochaine fois. C'est vrai. Je voulais te demander si tu avais un mot de la fin. Ça peut être juste un mot, mais ça peut être plus de mots si tu veux. Je dirais essayer. Parce que c'est important des fois, pas juste au Major, mais dans toutes choses de la vie, c'est pas la même chose de te planter. Faut que tu foires pour être capable de te relever et continuer. Apprendre à te relever, dans le fond. C'est sûr, c'est le fun. C'est le fun quand ça va bien. Mais des fois, ça te prend une couple de rencontres, une couple de games, parce que des fois, ça va vraiment mal pour t'aider à bien apprécier quand ça va mieux, ou que des fois, malgré le fait que ça va mal, il y a des choses qui vont quand même bien. Ouais. Parce que pas autant des fois que je dis je peux être 2 mois de rencontres, puis je fais juste payer des petits mots, puis that's it. Mais tu sais, j'ai aucun regret sur les mains que j'ai faites. Si j'ai pas fait de run, c'est bien. Être capable d'apprécier les petites choses. Puis ben, des fois, justement, si tu t'essayes pas, tu ne sais pas ce que ça va donner. Exactement. Fait que, ouais, c'est des belles paroles sages, puis je suis 100% d'accord avec ça. Essayez tout le monde à la maison. Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Exact. Je pense que je vais peut-être en faire le titre. Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Là. Je vais me le noter après. Là. Fait que, Olivier, un gros merci pour être passé ce soir. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à, si vous êtes sur YouTube, à liker et subscriber aussi, là, comme tel, à vous, comment qu'on dit, à vous abonner à ma chaîne. Là. J'en perds mes mots. Là. Trop d'émotions. Là. Fait que c'est good. Ben, merci beaucoup. C'était Parlons Mahjong avec M. Mahjong et à la prochaine tout le monde.